Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo rapide avant la liste qui sera cet après-midi. J'enregistre, on est le 2 octobre, il est minuit 24, il est très très tard. J'ai mis du temps à faire tous les différents designs, donc ça a pris un peu de temps. Mais vous l'aurez avant la liste. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ma liste des 23 pour ce rassemblement de l'équipe de France. On va tout de suite commencer en sachant que déjà, je vais me faciliter la chose pour le montage. Bonjour à tous, vous me voyez. J'ai tout fait en amont. Comme ça va être au fur et à mesure de la vidéo. Donc, on va commencer par les absents. On va commencer par les absents. 5 absents vraiment remarqués qui auraient sûrement fait partie de la liste. On a donc Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Aurélien Tchouameni et Marcus Thuram. Avec une question, est-ce que avec ces absents-là, il y a des places à prendre à terme? Et la réponse, elle est très simple. Malheureusement, je pense que dans la tête de Deschamps, il y a 3, 3, 4, 4, 4 voire 5 sur les 5 là, qui sont intouchables quand ils sont fit. Dembélé, il est intouchable, je pense, euh, dépendant de son état de forme. Chouameni, dans la tête de Deschamps, il est intouchable. Je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, c'est vraiment pas un joueur que j'apprécie. En fait, c'est un joueur yaourt nature. Mais de temps en temps, le joueur yaourt nature, t'as un Carolina Reaper dedans et il te pète une jambe, que ça soit Kamavinga ou que ça soit n'importe quel autre de ses adversaires. On peut penser à Mouktar Diakabi qui est resté un an en fauteuil roulant à cause de Chouameni et de sa violence. Ensuite, bah, Cherki Doué, j'espère qu'ils vont être très vite incontournables dans les listes. Marcus Thuram, c'est un peu plus compliqué. Euh, il est jamais dégueulasse en équipe de France, mais il n'a pas un excellent apport non plus. Donc à voir, sachant que c'est pas le plus jeune de la liste non plus. Il y a peut-être des places à prendre, mais pour des gens un peu plus jeunes. On va tout de suite enchaîner avec du coup les gardiens. Les gardiens, et bah là je pense qu'il y aura aucune surprise. On a la triplette habituelle, Maignan 1, Chevalier qui est passé 2, Samba 3. Je suis pas convaincu pour l'instant par les débuts de Chevalier à Paris. Il y a beaucoup de boulettes qui sont rattrapables pour l'instant. Mais je pense déjà à sa sortie calamiteuse contre Marseille. Je pense à son match contre Toulouse où il est très loin d'être excellent. Il fait il fait un bon travail sur le double penalty là. Mais en dehors de ça, ça a été assez compliqué, je trouve, pour l'instant. Malgré le fait qu'il soit aidé par une excellente défense. Zabarni s'est très vite imposé à Paris. Mais Chevalier, je suis encore un peu dubitatif. Pour moi, c'est toujours pas un bon deal d'avoir échangé le meilleur gardien de la planète contre lui. Le futur me donnera raison ou tort, on verra bien. Maignan, j'ai toujours eu des doutes aussi. Mais lui, c'est sur le côté physique. Parce que je me demande si c'est pas le gardien qui s'est le plus blessé de l'histoire, tout simplement. Et bah, il commence à vieillir, mine de rien. Bon, c'est pas encore inquiétant pour un gardien. Mais est-ce que les blessures vont aller en s'arrangeant avec le temps? Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Donc Maignan, je suis pas sûr que ce soit le plus indiscutable des trois. Et Samba, bah, relégué au poste de numéro 3. Il est pas mauvais à Rennes, mais il est très très loin de montrer ce qu'il montrait à Lens, où il faisait partie des meilleurs gardiens de la planète. Et quelqu'un d'un peu honnête intellectuellement qui le regarde, notamment sa saison 2022-2023, sa première saison à Lens, quelqu'un d'honnête intellectuellement pourra te le dire que à ce moment-là, il y a très peu de gardiens meilleurs que lui sur la planète. Il est aidé par une très grande défense, mais voilà. Mais pour l'instant, le transfert à Rennes, bah, c'est pareil, c'est du yaourt nature, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est vraiment pas fou. Et du coup, j'ai mis les trois immuables, à moins que ça sera pas pour ce rassemblement. On connaît Didier Deschamps. Mais chez les espoirs, alors moi je parle pas de Guillaume Rest parce que j'ai aussi quelques a priori, quelques retenues sur ce mec. Il est très très bon quand la balle arrive dans sa zone d'arrêt, mais dès que ça commence à être sur des plongeons, dès que c'est placé au niveau des poteaux, Guillaume Rest, c'est pas
le plus grand gage de sécurité. Alors, il est encore très jeune, il a encore une grande marge de progression, mais pour moi, c'est quand même une grosse lacune qu'il a encore et qui gomme pas, alors que ça fait quelques saisons maintenant qu'il joue de manière régulière à Toulouse. Et du coup, bah, il y a un gardien en équipe de France Espoir qui a fait un excellent début de saison pour le coup. 6 matchs joués, 5 buts encaissés. Donc on est à un peu moins d'un but par match, sachant que dans les matchs, il y a quand même eu Paris, il y a quand même eu Lyon, il y a quand même eu Lille. Je parle de Robin Risser, j'ai pas fait de design, mais le gardien de Lens, il a tout pour, d'ici un an, s'imposer petit à petit dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France. Alors il sautera jamais les trois, mais venir se faire une place, troisième, deuxième, au fur et à mesure, avec des blessures, etc. Il y a peut-être une place à venir titiller. Donc peut-être Samba qui est le plus en danger, mais à très court terme en tout cas, c'est pas Mélier, c'est pas Rest, c'est certainement pas Lafont et ses placements hasardeux en Conference League qui vont faire peur à ces trois-là. On passe aux défenseurs, et pour les défenseurs, j'ai organisé ça en deux lignes de 4 qui sont en haut mes titulaires, en bas mes remplaçants, sur le principe. On a donc une défense composée de Théo Hernandez, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé pour mes titulaires. Et des remplaçants, donc Lucas Digne, Loïc Badé, Ibou Konaté et Malo Gusto. Avec comme question, la porte se ferme-t-elle pour les joueurs partis en Arabie Saoudite? Si oui, bah à gauche ça va être tout simple, hein, mais je prends Lucas Hernandez que je mets dans l'équipe remplaçant et je fais monter Digne en titulaire. Parce que Digne ne m'a jamais déçu en tant que latéral en équipe de France, encore moins récemment. Euh, Vraiment un très très bon joueur et je trouve qu'on parle pas assez de ce mec alors que en Angleterre c'est vraiment une valeur sûre, mais vraiment sûre euh, d'Aston Villa. C'est le capitaine et ils ont pris Madsen à 60 millions je crois, mais c'est toujours Digne qui joue au final donc voilà. Mais du coup Théo Hernandez, est-ce qu'il va être pris, est-ce qu'il va pas être pris? Je pense que vu le début de saison qu'il a fait en Arabie Saoudite, il a encore son mot à dire. Mais moi, je suis vraiment pas fan de ces transferts qui sont purement lucratifs, hein. Faut arrêter de nous parler de sportifs quand tu signes à Al Tawoun. euh, Alors qu'il y avait d'autres clubs qui voulaient Théo Hernandez, hein. Il y avait des coms, il y avait des trucs comme ça qui voulaient mettre les 25 millions sur lui. Il n'y avait aucun souci. Mais c'est au niveau du salaire que ça pouvait pas s'aligner. Après, là, franchement, défensivement, j'ai pas grand-chose à dire. Je fais plutôt le choix de prendre Gusto plutôt que Klose, dont on reparlera un petit peu plus tard. Je prends Badé plutôt que Fofana, plutôt que Pavard, etc. Parce que bah, Badé, c'est, je pense, l'avenir aussi. Là, on a quatre qui sont relativement jeunes, mais Badé, pour l'instant, il monte les échelons petit à petit. Il a peut-être mis un peu plus de temps à arriver à son top niveau. Mais maintenant qu'il y est, je pense qu'il va pas lâcher le terrain aussi facilement que ça. Surtout il a mérité ses premières sélections. Il n'a pas eu de chance parce que la saison dernière, il a beaucoup été blessé, notamment au moment des sélections, justement. Mais voilà. Tout comme Konaté d'ailleurs, hein. Konaté qui se blesse très souvent et chez qui je commence à voir de plus en plus de lacunes aussi dans le jeu. Et heureusement qu'il y a Van Dijk à côté de lui parce que je pense que il en profite beaucoup. C'est un peu comme un Abdoul Samed à côté de Fofana à l'époque à Lens. Je pense que le mec à côté de lui est tellement fort que ça fait un peu illusion sur son vrai niveau. Donc c'est pour ça que moi je repars sur Upamecano plutôt titulaire, plutôt que Konaté. À voir ce que Deschamps fera, mais Upamecano ne me déçoit plus du tout en équipe de France et même au Bayern. Je pense que sur les 12 derniers mois, c'est peut-être la progression, la meilleure progression invisible. Personne dans le grand public n'a vu la progression du Upamecano, mais si tu t'intéresses un peu de près à tout ce qui est data avancée, etc., et même à la puissance de jeu, genre ce qu'il dégage dans son jeu, Upamecano, je pense que c'est vraiment devenu un leader sur les 12 derniers mois, notamment au sein du Bayern.
Et après, bah, sur le côté droit, Koundé, qui est sûrement le deuxième meilleur arrière droit de la planète. Gusto, il continue de faire son chemin à Chelsea. Ça a été compliqué au début. Ça va de mieux en mieux. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'on a en défense, en tout cas. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et on va enchaîner avec le milieu. Et le milieu, bah, moi, je vois beaucoup de motifs d'espoir dans ce milieu. Et avec deux grandes questions, quand on voit, j'ai organisé ça en deux lignes de trois encore une fois. Rabiot, Koné, Thuram, pour avoir une continuité avec les derniers rassemblements, notamment avec Koné, Thuram, qui ont été excellents récemment. Kamavinga, qui est rarement dispo pour les rassemblements, mais qui cette fois est là. Camara, que j'aimerais beaucoup voir parce qu'il est vraiment excellent en club et qu'on le voit pas assez. Et évidemment Tolisso, qui est le meilleur joueur de Lyon depuis un an et demi. J'ai eu beaucoup de mal pendant très très longtemps avec Tolisso. Euh, je saurais pas l'expliquer, mais c'est un joueur qui m'énervait beaucoup parce qu'on voyait le talent, mais il y avait toujours un truc qui bloquait. Et son passage au Bayern ne m'a pas convaincu non plus. Tu vois qu'il a joué à peine une centaine de matchs en 4 ou 5 ans. Donc assez décevant. Mais la question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'on jouera à deux milieux ou à trois milieux? Et si c'est trois milieux, est-ce que ce sera des relayeurs? Est-ce que ce sera deux relayeurs, une sentinelle, ou plutôt deux relayeurs, un 10, ou un relayeur, un 6, un 10? Moi là j'ai mis deux formations qui sont plutôt des 4-3-3 à plat, mais qui sont adaptables comme on va le voir avec les attaquants. Mais en tout cas, moi là j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai pas mis Zaïre Emery, j'ai pas mis Guendouzi, parce que je pense que tous ceux qui sont là méritent beaucoup plus. Rabiot, il fait un top début de saison avec Milan. On en a presque oublié tout ce qui s'est passé dans le vestiaire marseillais, alors que c'est très récent au final, hein. Ça a même pas un mois et demi. Mais Rabiot, ce qu'il montre à Milan avec Modric, etc., c'est vraiment que du bon pour l'instant. Très très agréablement surpris par les débuts oui, de Rabiot dans ce Milan AC. Donc un milieu titulaire qui partirait plutôt 100% Serie A. Moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment vraiment pas mal pour le coup. Il y a une complémentarité, il y a une affinité technique relative au championnat. À voir, à voir. Et on passe aux attaquants avec la grosse surprise de cette liste. Vous me voyez venir, vous l'avez vu sur la Minia, vous l'avez compris normalement. Voilà. Les six attaquants que j'ai sélectionnés dans ma liste de 23. Une première attaque titulaire Barcola, Bappé, Olysée. Donc je pense que on fait difficilement mieux sur ce début de saison comme attaque. À la limite, tu peux mettre Kane dans les trois, mais voilà. Barcola qui porte Paris en ce début de saison. Il nous a fait très mal au postérieur en tant que Lensois. Encore une fois, j'ai été au stade. Donc, je sais de quoi je vous parle, même si le deuxième but, on l'a vu sur nos téléphones. Mbappé, très bon début de saison, parce qu'il a enfin compris que ses qualités, c'était la vitesse et les pénaltys. Donc il arrête de s'entêter à faire le numéro 10 alors qu'il ne sait pas dribbler, il sait prendre la vitesse, il sait prendre le ballon, il sait aller vite, il sait finir. Il a compris ça et ce début de saison, il est vraiment excellent pour Mbappé. Je pense que c'est la première fois que vous m'entendez en parler en bien sur cette chaîne. Donc il faut une première fois à tout. Et Olysée, je suis complètement amoureux de ce mec, hein. Euh, Si vous avez regardé ma réact au Ballon d'Or, vous le savez que pour moi, sa 30e place, c'est un scandale absolu qui devait pour moi être aux portes du top 10. Mais en tout cas, cette première ligne d'attaque, moi, elle me fait plus ou moins plutôt rêver, hein, en fait. Plus ou moins, le moins, il est au milieu, parce que je l'aime pas, mais sur les ailes, en tout cas, je suis très fan. Et deuxième ligne avec Coman à gauche, parce que à gauche, bah, on a une hécatombe en fait. On n'a pas grand-chose. On pourrait avoir Mbappé qui joue à gauche avec Ekitike titulaire,
Barcola, ailier gauche lent, la deuxième ligne à la place de Coman, avec du coup Coman qui passe à droite et bah, la surprise du chef, Florian Thauvin, qui je pense fera partie de la liste cet après-midi. Je l'espère en tout cas, parce que on savait que c'était un bon joueur, on savait que c'était un excellent joueur, mais j'imaginais pas prendre une telle claque devant un joueur à Lens. Je pense que c'est le joueur qu'on signe, et je l'avais mis dans mon mercato idéal dans les pistes à creuser. Si vous regardez bien, il est dans les joueurs que j'ai regardés sans les inclure dans le mercato. Mais on a signé un gars champion du monde. Alors, très peu de temps de jeu, certes, mais tu vois la différence technique. J'adore Angelo Fulgini, mais le gap technique qu'il y a quand tu passes de Fulgini à Thauvin, moi je tombe amoureux tous les week-ends depuis un mois, hein. Son enchaînement de matchs PSG, Lille et Rennes, il montre que même à 32, bientôt 33 ans, le gars a encore du bagage technique. C'est encore un très grand joueur. Et je suis persuadé qu'il va nous faire beaucoup de bien à long terme. Long terme, c'est une façon de parler, hein. Moi, là, je vous parle de 2-3 ans. Moi, Thauvin, complètement conquis par ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé, en tout cas. Et du coup, comme thème, je vous ai mis Olise et Thauvin comme meneurs de jeu. Coman sacrifié pour un 4-3-1-2, donc plutôt un 4-4 de losange, en fait. Et Barcola possiblement dans un rôle plus axial. Et si Coman sacrifié pour un 4-3-1-2, qui est-ce qu'on va chercher? Moi, je regarde sur le côté en même temps. J'essaye de regarder un peu. Des neufs, il y en a pas beaucoup, hein. On a Thuram, on a Ekitike. Bon, il y aura des retours, hein, à la prochaine liste. Qui est-ce qu'on peut mettre? On peut Mathys Tel, qui joue pas à Tottenham, qui est sur le banc. Est-ce qu'on sort un Colomwani du placard qui lui non plus joue pas? Euh, on a du Jorginho Rutter, on a du pourquoi pas Mateta. Mateta, moi j'aime beaucoup, mais Deschamps ne prendra jamais un mec comme ça qui approche de la trentaine et qui a jamais joué en sélection, alors que Mateta, il a le niveau. Il a le niveau pour faire partie de ces 23. Après, ça dépend du système de jeu. Dans un système à deux pointes, c'est possible qu'il y soit. Avec Bappé, Kitike et Dembélé, par exemple. Mais vu qu'il s'entête dans son 4-3-3, bah, je pense qu'il va quand même nous sortir Coman du placard. Ça m'étonnerait qu'il prenne Akliouche parce que on a besoin de monde à gauche. Akliouche à gauche, c'est pas ça. Moi, j'ai pas de match marquant d'Akliouche à gauche. Et Coman a toujours rendu de bons services quand il a été en équipe de France. Il y a encore 3-4 ans, quand on n'avait vraiment que Mbappé, Griezmann et un peu Benzema sur la période, euh, il y avait Giroud aussi. Mais sur les ailes, pour moi, Coman devait commencer pas mal de matchs comme titulaire. Aujourd'hui, ça me paraît un peu plus compliqué. C'est peut-être une des dernières listes dans laquelle il y a des chances qu'il soit convoqué, parce que pour moi, c'est ce que je vous dis, hein, mais l'Arabie Saoudite, c'est rédhibitoire. Et Barcola, pourquoi pas dans un rôle plus axial, parce qu'on l'a déjà vu à Lyon. Il a beaucoup joué en tant que neuf, surtout à ses débuts. Mais il y a des signes qui trompent pas. Il a une très très bonne finition. Il a un peu le profil Mbappé, mais quand même un peu plus technique, je pense. Et un peu moins rapide, un peu plus précis technique. Une moins bonne finition aussi. Mais une attaque Barcola Ekitike, moi je vois une Barcola Ekitike, une Barcola Mateta. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et du coup, on passe sur les trois jokers, entre guillemets, parce qu'il y a toujours droit à 26 joueurs dans les listes, même si Deschamps le fait jamais. Si je dois vraiment en prendre trois de plus, je prends Pavard, parce que bah, c'est un Marseillais, donc Deschamps aime ça. Donc, et de manière systématique, ça le remonte tout en haut de la liste des sélectionnables. J'ai même un peu peur pour Badé.
Ça m'étonnerait pas qu'il sorte Pavard alors qu'il le prend plus depuis 2 ans, hein. Mais je sens qu'il va revenir dans les débats du coup. Et ce serait pas illogique parce que la saison dernière, je comprends pas. Il était vraiment énorme à l'Inter et il a quasiment jamais été pris quand il jouait à l'Inter. Milieu, j'ai mis Zaïre Emery. Un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. J'ai hésité avec deux autres qui sont en bas de la liste que vous voyez. Mayoulou Boadi. Mais Zaïre Emery a l'avantage d'avoir déjà l'expérience. Et on est en année de Coupe du Monde. Je pense quand même qu'il faudrait essayer, vu les performances surtout de Boadi. Peut-être Boadi part avec un peu d'avance sur Mayoulou. Mais sur des matchs amicaux, pourquoi ne pas essayer les petits jeunes? Parce que bah faut commencer à préparer l'après aussi, hein. Pogba, il est toujours pas fit. On sait toujours pas où ça en est. Kanté, il a l'air de plus faire partie des plans, alors qu'il est toujours très très bon en Arabie Saoudite. On verra bien. Et en attaque, du coup, à Kliouche, un peu moins en vue depuis le début de saison, mais le talent est là. Et c'est une bonne alternative à tous nos offensifs. Il est quand même beaucoup moins fort qu'Olise. Je pense qu'il est moins fort que Cherki aussi. Mais sur le début de saison, je pense que Thauvin mérite sûrement un peu plus qu'à Kliouche, mais ça se joue pas grand-chose. Et pour l'avenir, s'il prend plutôt à Kliouche que Thauvin, ce serait pas déconnant non plus. Après, on va juste revenir sur les quatre qui sont là régulièrement, mais que je prends pas. Klose, malgré que ce soit un de mes joueurs préférés de tous les temps, bah, il vient d'avoir 33 ans, mine de rien. Et il a plus la même explosivité qu'avant, ça se sent, et son jeu se base beaucoup là-dessus. Donc ça perd de sa superbe, et le fait qu'il joue à Nice, ça l'aide pas non plus, je pense. Youssouf Fofana, bah, il est barré au Milan maintenant. Je me demande s'il est même pas blessé, mais on n'en entend plus du tout parler. C'est pas un mauvais joueur du tout, hein, mais je pense que actuellement il y a mieux un peu partout au milieu. Je suis en train d'essayer de voir. Il est pas blessé là par hasard? Parce que vraiment, on n'en entend pas parler en ce moment. Ah non, non, il joue tous les matchs, 100% 11 de départ du Milan, ok. Mais peut-être un peu moins en vue parce que les autres autour de lui brillent un peu plus. Mais ouais, 5 matchs, un but, une passe D, pas de carton. Honnêtement, surpris. Surpris, surpris. Guendouzi, bah, il s'est plus fait remarquer pour ses talents de plongeuse récemment que pour son football. Et ça fait quelques années quand même que c'est le cas. Pas en adéquation avec les valeurs de l'équipe de France, je pense, ce mec. C'est ni fait ni à faire. C'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles un mec comme Benjamin André n'a jamais eu de sélection. C'est parce que le comportement sur le terrain n'est pas le plus adéquat. Et Kolo Muani, bah, c'est un joueur que j'aime bien, hein, mais est-ce que c'est encore un joueur de foot à l'heure actuelle? Il se retrouve à Tottenham, et même à Tottenham, bah, il ne joue pas. Il joue pas parce que Richarlison est en forme, parce que Brennan Johnson est en forme. Donc il y a pas grand-chose à dire. Même si c'est un des chouchous de Didier Deschamps, qu'il aime bien le sortir, même s'il n'a pas joué une minute entre les deux rassemblements, bah il n'y a pas grand-chose à dire de plus en fait. Donc voilà, en tout cas ma liste de 23, vous l'avez. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à 14h. Bon, moi je ne vous retrouve pas aujourd'hui, hein, je bosse quand même. Là il est déjà minuit 48. Minuit 48, je dois encore faire le petit montage rapide, l'upload, tout ça. Sachant que je commence à 8h demain. Ah, on va s'amuser. D'ailleurs, très belle soirée Ligue des Champions. Félicitations au PSG. Je les imaginais pas du tout gagner. Moi, j'avais pronostiqué 3-2 pour le Barça. Mais ça, c'est une autre histoire. Je me dépêche de faire le montage et je vous souhaite à la prochaine. Bye tout le monde.